Bonjour à tous. Nous allons reprendre avec Nicolas Lepage qui va nous expliquer comment construire un outil de CLI user-friendly. C'est une conférence de 20 minutes. Je te laisse la parole, Nicolas. Merci Étienne, bonjour à tous. Merci à l'orga de Coder en scène de me permettre d'être avec vous aujourd'hui. Euh, donc je suis Nicolas Lepage, consultant et formateur chez Zenica à Nantes. Je suis principalement développeur full stack JS et puis je fais aussi pas mal de Go par passion, plus sur des projets open source. Alors, durant cette présentation, on va essayer de comprendre, de chercher pourquoi un outil de ligne de commande peut être user-friendly ou pas. On va s'appuyer notamment sur des exemples existants pour trouver des bonnes, des mauvaises pratiques. Et puis, on va essayer de trouver d'autres idées en plus pour rendre un outil encore plus user-friendly. Et on verra comment on peut s'appuyer aussi sur l'écosystème open source Go pour ça. Petit disclaimer avant d'aller plus loin, j'aborderai pas dans cette présentation tous les outils hautement interactifs tels que les éditeurs de texte comme Vim ou encore les REPL comme les clients de base de données, parce que c'est hors sujet. Alors, mes premières expériences de ligne de commande, l'écran est noir, c'est normal. À moi, j'étais un petit développeur Java dans une grosse DSI. Et puis, on m'a donné accès à des serveurs de recettes pour aller débugger des JVM qui étaient en carafe. Donc, j'ai demandé de l'aide au support technique pour savoir comment on faisait pour lister les process déjà sur une machine comme ça à distance. Et on m'a dit, c'est simple, tu fais un PS AUX, puis tu pipes ça dans un grep Java. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je prépare ce talk, j'ai continué à utiliser cette petite commande PSAUX sans savoir ce que signifiaient ces 3 lettres, A, U et X. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas intuitif, c'est difficile de deviner. Alors en fait, le A, c'est pour les process de tous les utilisateurs, le X, même les process qui n'ont pas de terminaux attachés, et puis le U pour avoir un format orienté utilisateur. Alors ces options à une lettre, comme ça, sans tiret, ça peut vous paraître pas très conventionnel. En fait, si on lit la doc de PS, ça vient des anciens systèmes BSD. Une bonne manière pour avoir des outils un peu moins déroutants, mais un peu plus intuitifs, c'est de respecter les conventions qui sont utilisées par les outils les plus répandus, et notamment du coup les conventions au niveau des options de ligne de commande. Les options, ce sont les flags qu'on passe aux outils pour modifier leur comportement. Donc déjà, il est préférable d'avoir systématiquement des options longues. Ce sont des mots qui sont précédés de 2 tirets. Une option peut même être composée de plusieurs mots qui seront séparés par des tirets. On va prendre un exemple avec grep là. Donc là, je veux faire une recherche en ignorant la casse, avec tiret ignore case, en inversant le résultat. Donc je veux uniquement finalement les choses qui ne correspondent pas à ma recherche. Et je ne veux que le nombre de lignes dans le fichier qui correspondent à ce que je cherche. Donc le nombre de lignes ne contenant pas needle dans stack.txt en ignorant la casse. Donc déjà, avec des options longues comme ça, c'est beaucoup plus clair. On comprend mieux ce qu'on fait et en général, ça va être pas mal d'utiliser les options longues quand on écrit des scripts, quand on essaye d'automatiser des tâches. Comme ça, pour les petits copains qui viennent maintenir les scripts par la suite, eh bien, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe. En général, il est bien d'avoir des options courtes correspondant aux options longues. Ce n'est pas obligatoire, mais pour les options les plus utilisées, c'est plutôt sympa. Donc une option courte, c'est une lettre précédée d'un seul tiret. On peut simplement remplacer nos options longues par nos options courtes. Si on est en train d'écrire un script, si on n'est pas en train d'écrire un script, qu'on est simplement dans un terminal, pour aller plus vite, c'est pratique. Et il est possible même de les grouper, ces options courtes, derrière un seul tiret. Dernière convention au niveau des options, c'est bien d'avoir sur un outil les options usuelles, c'est-à-dire celles qu'on s'attend à trouver sur n'importe quel outil. Donc le -version ici, ou encore le -help qui permet d'afficher l'aide avec sa variante courte -h. Donc ça fait quand même, voilà, tout ce que je viens de dire là, ça fait quand même pas mal de critères à respecter si on veut un outil qui soit pas trop déroutant pour nos utilisateurs. Hem, Toutes ces conventions, je ne les ai pas inventées, hein, c'est les conventions qui viennent de GNU et qui sont aussi les conventions
recommandées par POSIX. Donc les options permettent de modifier le comportement de notre outil, mais il y a un piège à éviter. Et on va prendre un exemple avec Pacman, qui est le gestionnaire de paquets de Arch Linux. Il a la particularité d'utiliser les flags comme des opérations. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans la doc. On va prendre un exemple. Pour installer un nouveau package, il faut utiliser l'opération "-s", grand S ou "-sync". Donc là, le problème avec ça, c'est que la distinction entre une opération et une option, ici, est pas bien claire. Elle se fait uniquement en flag court. Les flags courts qui sont en majuscules sont des opérations, ceux qui sont en minuscules sont des options. Et en flag long, ça disparaît complètement. Donc ça porte à confusion. En plus, normalement, les flags ne sont pas obligatoires. On doit pouvoir appeler un outil de ligne de commande en lui passant aucun flag. Donc pour les outils comme ça, comme Pacman, qui sont capables de faire différentes choses, finalement, il est capable d'installer, désinstaller des paquets, faire plein de choses. Une bonne manière d'éviter ça, c'est de faire comme Git. Git, on ne le présente plus, et il a un système de commandes. Si je veux afficher l'état d'un dépôt, je vais utiliser la commande git status. Si je veux créer un nouveau commit, je vais utiliser la commande git commit et potentiellement lui passer des options en plus, "-a" et "-m" par exemple ici. Donc là, c'est bien parce que la distinction est bien claire entre ce qui est une commande, donc une opération que je souhaite effectuer, et les options, qui sont des infos que je donne en plus à ma commande pour modifier son comportement, mais qui ne sont pas obligatoires. On peut pousser plus loin le système des commandes, un petit peu comme Docker qui a des groupes de commandes. Le groupe Docker Image va regrouper toutes les commandes qui permettent de manipuler les images. Et on peut aller encore beaucoup plus loin si vous faites du Google Cloud. Leur outil de ligne de commande, Gcloud, il a toute une hiérarchie énorme de groupes de commandes. On a parlé de Git et de ses commandes, status, commit, mais Git, il a aussi des défauts. Alors la commande git checkout, on se pose souvent la question de que fait cette commande. Si on lit la doc, en fait, elle sert à changer de branche ou à restaurer des fichiers dans l'espace de travail. Donc, le problème, en fait, cette commande, elle fait deux choses. En plus, le nom n'est pas clair, sans parler de la confusion avec svn checkout qui fait encore autre chose. Donc ça, on va dire que c'est un pattern à éviter. On pourrait l'appeler le pattern de la commande fourre-tout. Donc, ce qu'on peut recommander, c'est qu'une commande doit avoir un nom clair qui permet de comprendre ce qu'elle fait, et puis un but précis. Sinon, c'est qu'il faut la découper en deux, en trois peut-être. Donc, dans Git, ça a été corrigé dans les dernières versions. Maintenant, on a Git switch et Git restore qui permettent respectivement de changer de branche et de restaurer des fichiers dans l'espace de travail. Alors, je ne vous l'avais pas dit, mais moi-même, j'ai commencé à développer mon petit outil de ligne de commande. Il s'appelle Caption. C'est pas facile à prononcer. Il permet de créer rapidement des Mimikatz. Vous savez, ces images de chats avec une phrase en haut ou en bas. Donc moi, je l'utilise pour harceler mes collègues sur Slack. C'est bien pratique. J'ai respecté tout ce qu'on avait dit jusque-là. J'ai des options longues, des options courtes. Pour l'instant, je n'ai pas encore de commande parce qu'il sait faire qu'une seule chose, cet outil, c'est juste créer des images. Donc, je vais vous faire une petite démo rapidement. Hop, c'est parti. On avait dit, tac. Donc, je l'appelle, je lui passe en paramètre une image JPEG. Et puis, avec "-b", je vais ajouter du texte en bas. Tac. Donc, il m'a écrit un fichier out.jpg. On va l'ouvrir pour voir le résultat. OK. Donc, voilà pour cette première petite démo. Touc. Donc maintenant, comment aller plus loin? Comment faire pour que mon outil soit plus sympa, plus facile à utiliser? Mais une première piste, ça va être l'intégration avec le système d'exploitation. Les OS, ils ont beaucoup de fonctionnalités et il va être intéressant de s'appuyer dessus. Le but, ça va être que notre outil sorte un petit peu du cadre de la ligne de commande. Pour Caption, par exemple, j'aimerais bien qu'il m'ouvre automatiquement le fichier généré.
pour que je n'ai plus à avoir à taper une deuxième commande pour l'ouvrir moi-même. Pour ça, on va pouvoir s'appuyer sur différentes commandes qui existent. Par exemple, sous Windows, on a la commande Start. Et il y a des équivalents dans les autres systèmes d'exploitation. Elle prend en paramètre un chemin de fichier et elle va l'ouvrir avec le programme par défaut qui est prévu pour ce type de fichier. L'avantage de ces commandes-là, en plus, c'est qu'elles fonctionnent pour tout type d'URL. Si on leur donne une URL HTTP, par exemple, elles vont ouvrir avec le navigateur de notre choix. Donc, deuxième petite démo avec mon caption modifié. Tac. Alors, désolé. C'est parti. Alors, cette fois, je lui passe un autre fichier. Et puis, qu'est-ce que je vais ajouter dessus? Oui. Hop. Oh my dog. Donc cette fois, voilà, j'ai pas besoin d'appeler une deuxième commande pour ouvrir mon fichier, j'ai le résultat tout de suite. Donc déjà, c'est plus sympa. J'utilise ma commande et je vois tout de suite le résultat. Par contre, il ne faut pas perdre de vue qu'un outil de ligne de commande, il est aussi utilisé pour automatiser des choses, pour écrire des scripts. Donc il est important de pouvoir désactiver ce type de fonctionnalité. Pour ça, un moyen simple, par exemple, c'est d'ajouter une petite option en plus. Une option pour pouvoir ne pas ouvrir le fichier généré. Chose que j'ai fait ici avec l'option -, open. Par défaut, elle va être vraie, mais je peux la passer à false et ça me permettra de désactiver ce comportement. Alors, une autre idée maintenant pour aller plus loin, ça va être de rendre notre outil de ligne de commande configurable. Par exemple, comme Git, par exemple, si on veut faire un commit avec Git, il va falloir configurer son nom, son email, peut-être sa clé SSH pour pouvoir communiquer avec le serveur. Et on modifie cette config avec la commande git config. Ça rentre aussi un petit peu dans la catégorie d'intégration avec le système d'exploitation, puisqu'il va bien falloir stocker cette config dans un endroit spécifique et cet endroit change selon le système en général où on s'exécute. Pour Caption, j'aimerais bien pouvoir configurer mes répertoires d'images de chat. Comme ça, j'aurais plus à mettre le chemin complet du fichier que je souhaite utiliser, juste son nom, et Caption va le trouver directement. Je n'ai pas envie d'avoir à écrire moi-même le fichier de config qui va être utilisé par mon outil. Donc, j'ajoute un nouveau groupe de petites commandes sur Caption, le groupe dir, avec 3 petites commandes add pour ajouter un répertoire, remove pour en enlever un, et puis list pour connaître les différents répertoires que j'ai déjà configurés. Alors maintenant, une autre manière d'aider l'utilisateur, cette fois en restant plus dans le cadre de la ligne de commande, ça va être d'ajouter un peu d'interactivité à mon outil. Alors le but, c'est pas de le rendre complètement interactif, mais un petit peu d'interactivité à petite dose dans certains cas bien spécifiques. Un exemple avec Caption, si j'appelle ma commande avec juste un nom de fichier, on peut raisonnablement supposer que je me suis trompé. J'ai oublié de spécifier le texte que je voulais ajouter en haut ou en bas. Dans ce cas, j'aimerais qu'on me propose de le saisir, ce texte, tout simplement. Donc, dernière petite démo sur ce point-là, justement. Touc. Oui, mais non, on a dit qu'on... Voilà. Voilà. Donc voilà, là, mon outil m'a permis de saisir le texte tranquillement, sans avoir à forcément utiliser le système des options, justement. Hop, je retourne sur les slides. Donc attention, encore une fois, il ne faut pas perdre de vue qu'un outil de ligne de commande sert à faire de l'automatisation. Donc pour éviter tout problème sur ce type de comportement, il faut bien vérifier que l'entrée et la sortie standard sont attachées à un terminal. Sinon, il ne faut pas déclencher le mode interactif. Quelques idées en plus pour aller plus loin. Conseiller et guider l'utilisateur. Git le fait très bien, notamment la commande git status. En fonction de l'état du dépôt où on passe cette commande, git status propose toujours d'autres commandes à l'utilisateur pour qu'il puisse avancer dans son utilisation.
Guider l'utilisateur, ça peut être aussi, ce que j'appelle le did you mean? Quand on fait une typo dans un nom de commande, par exemple, eh bien, on nous propose une commande qui ressemble. L'autocomplétion, personnalisée, hem, alors je vais aussi prendre un exemple avec Git. L'autocomplétion de base, en général, quand vous faites tabulation, tabulation, on vous propose des noms de fichiers dans le répertoire courant. L'autocomplétion personnalisée, ça va être, par exemple, Git qui vous permet d'autocompléter des noms de branches, des noms de références, hein, des noms de tags. Donc ça, c'est pas mal pour aider, l'utilisateur. Avoir des logs sympas avec, de la couleur, des emojis. Là aussi, c'est quelque chose qu'il ne va falloir déclencher que si la sortie standard est attachée à un terminal. Sinon, c'est que ce sont plutôt des logs qui sont destinés à atterrir dans un fichier. Donc dans ce cas, il ne faut pas de couleur, il faut plutôt un format qui soit interprétable par, d'autres programmes. Alors ça, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'ouverture automatique, de fichiers pour moi, mais l'intégration avec le presse-papier. La possibilité, que notre commande envoie, directement quelque chose dans le presse-papier. Hem, alors Caption existe vraiment, il est open source, il est implémenté en Go. Voilà, si vous voulez aller voir sur le repo un petit peu comment c'est fait. Il s'appuie beaucoup sur l'écosystème open source, de Go. Hem, je vais citer quelques librairies qui sont utilisées, Cobra et Viper. Cobra permet de créer un CLI, un outil de ligne de commande de manière descriptive. Vous allez lui donner la liste des commandes que vous implémentez, la liste des options qu'elle supporte, et cetera, et lui, il va générer tout un tas de choses pour vous. Il va générer l'aide, il va générer, enfin, il va être capable de faire du did you mean, comme je disais. Cobra, il peut vous aider à faire de l'autocomplétion custom. Il est utilisé sur des très gros projets, Kubernetes pour ne citer que lui, et il s'intègre très bien avec Viper. Viper, lui, qui gère la partie configuration, donc lecture, écriture de fichiers de config, de plein de types différents, du YAML, du TOML, du JSON. La bibliothèque standard de Go qu'il ne faut pas oublier, notamment les packages OS et ses sous-packages, le package OS et ses sous-packages, qui fournissent déjà une bonne couche d'abstraction avec le système d'exploitation, quel qu'il soit. Un petit exemple, il permet, ce package, de récupérer très facilement les différents dossiers utilisateurs. Donc le home, le dossier de cache de l'utilisateur, le dossier où on doit stocker la config aussi pour un utilisateur. Donc voilà. Et il y a aussi beaucoup de petites librairies très spécialisées, qu'on trouve dans l'écosystème open source, mais autour de la ligne de commande. IsoTTI qui permet de tester très facilement si l'entrée et la sortie sont liées à des terminaux. Ou encore, voilà, cette librairie Clipboard là, qui est sur Golang Design, qui permet d'interagir avec le presse-papier de manière assez évoluée, hein. On peut même surveiller le presse-papier et recevoir des événements quand quelque chose est copié, et cetera, et cetera. Évidemment, il est possible de faire la même chose dans d'autres langages. J'ai mis quelques exemples ici. Donc, des exemples qui correspondent plutôt à Cobra, hein, pour construire un outil de ligne de commande, des librairies qui vous aident à faire ça. Voilà quelques références. J'en ai terminé. Les slides sont dispo sur cette URL. Et pour conclure, moi, j'aimerais vous donner mon PS AUX idéal. J'aimerais bien avoir une commande process, enfin un outil process avec une commande list. Donc, je ferai un petit process list avec éventuellement des options longues comme --all users et puis un --filter Java pour éviter d'avoir à faire un pipe Java. Et voilà. Merci Nicolas pour la conférence aussi intéressante sur le fond que sur la forme. On va juste prendre une petite question. Yes. La question étant, quelles sont les bonnes pratiques pour les outils en ligne de commande pour sauvegarder des préférences utilisateurs? Où sauvegarde-t-on? Voilà, en gros, c'est préférences utilisateurs, si on doit les enregistrer, sous quel format et comment on peut les enregistrer proprement. Yes, eh bien, je suis passé peut-être un petit peu rapidement dessus, mais typiquement, la librairie standard de Go, si on implémente un outil de ligne de commande en Go, permet de récupérer justement, on a une fonction os.getUserConfig dir, et donc on s'abstrait totalement de savoir, nous, quand on code, sur quel système d'exploitation on s'exécute.
Mais typiquement, sur un Linux, ça va être dans le home du user, sous le répertoire .config. Sous Windows, ça va être dans, je sais pas trop, application data, quelque chose comme ça. Et donc voilà, déjà, ne serait-ce que pour savoir où doit être stockée cette config. Et ensuite, là, après, on est assez libre finalement. À partir du moment où on met un fichier de config à cet endroit-là, quel que soit le format, là, on est plus libre. Ça peut être du XML, du JSON, peu importe. Ok, eh bien merci. On va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on essaiera d'y répondre.